Bonjour à tous. Je pense qu'on est tous ici avec une grande satisfaction parce que la réunion de tous les acteurs effectivement du bon usage nous réjouit. J'avoue que pour ma part, lorsqu'on a démarré, j'avais quand même un gros fond de scepticisme sur le résultat et je me disais, bon, on va faire ça 1 an, 2 ans, et puis je vois que la continuité là aussi est employée et je pense que c'est un grand succès de vous trouver ici. Alors nous sommes là dans le deuxième partie. Après piloter, il y a former. Et nous sommes donc dans la 3e et la 4e préconisation, ce qui fait que nous allons balayer de la formation initiale jusqu'à la formation continue. Et pour ce faire, nous avons choisi un ordre normal. Nous sommes partis de la prescription jusqu'à la dispensation. Et ensuite, nous sommes allés jusqu'à effectivement formation initiale et formation continue. Autour de moi, je les citerai chaque fois qu'ils vont intervenir. On a donc commencé par Pascal Joliet, qui est doyen de la faculté de médecine de Nantes et qui représente bien sûr la conférence des doyens. Donc Pascal, si je vous présenterai chacun, ça ne vous ennuie pas, plutôt que de le faire tout à fait au début. Vous voulez que je présente au début? Non? Bon. Pascal, je te cède la parole. Merci beaucoup. Alors, je suis ici effectivement pour représenter Jean Sibilia, le président de la conférence des doyens de médecine, mais je ne peux me départir de ma casquette de spécialité. Je suis pharmacologue, donc à double titre, très heureuse d'être ici pour parler de formation du médicament et tout particulièrement de formation au bon usage. Alors le bon usage, c'est quelque chose qui doit se traduire non pas par un empilement de connaissances dans la tête des étudiants en médecine, mais plutôt par des mécanismes bien compris, mécanismes d'interaction, mécanismes de synergie d'effets indésirables. Et on parlait d'effets transformants en matière de formation. Je crois que avant tout, c'est de la méthodologie. Ce ne sont pas les référentiels qui changent, mais plutôt la méthode pour les faire pénétrer dans les têtes de nos étudiants. Cet enseignement du médicament, il y a bien longtemps qu'il est multicouche, si je peux me permettre. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'il faut commencer effectivement par les grands principes, la logique, les comprendre. Et puis ensuite, nous avons, depuis pas mal d'années déjà, en 2e cycle, en 4e et 5e année, l'enseignement du médicament au travers des grandes classes qui s'appelle bon usage du médicament. Donc nous avons bien axé très précocement l'enseignement de la pharmacologie dans les facultés de médecine sur le bon usage. Ceci se transforme, vous avez compris que nous vivons beaucoup de réformes et à peine installée la réforme du 3e cycle, nous sommes au milieu de la réforme du 3e cycle, nous allons démarrer simultanément la réforme du 2e cycle et du 1er cycle, donc tout un travail, mais un travail encore une fois sur les techniques pédagogiques de façon prédominante et se dire que nous allons plus que insuffler des connaissances, il y aura bien sûr un minimum à apprendre, mais surtout travailler sur l'acquisition des compétences. Et parmi les compétences médecins, il y a bien entendu la compétence de prescription critique, de réflexion sur la pertinence d'une prescription et donc de réflexion sur le bon usage du médicament qui doit être travaillé en multiprofessionnel, c'est-à-dire très clairement en partenariat avec les autres acteurs du médicament et dans le dialogue singulier qui est celui du médecin avec son patient. De nouvelles techniques sont là pour nous y aider. C'est bien sûr les techniques de simulation. Ça, depuis longtemps, on sait le faire un peu, mais on était plus sur de la gestion du risque en réanimation, en chirurgie, mais où on peut mettre autour d'une table et dans un jeu de rôle un pharmacien, un médecin, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, on en parlait, pour réfléchir autour d'un patient âgé, polymédiqué, qui présente une pathologie, qui va voir son pharmacien. Donc tout ceci peut se faire et se construit en interactivité dans des enseignements de simulation. Alors la simulation, on l'a beaucoup travaillé également avec les patients et avec des patients experts. Et je crois que la simulation en 2e cycle, c'est précoce dans la formation des étudiants, c'est celle du lien avec le patient,
dans l'annonce à une situation thérapeutique difficile, on parlait de la cancérologie tout à l'heure, dans la gestion des effets indésirables, dans l'assurance que le médecin doit avoir que sa prescription est bien comprise, que le patient va adhérer à son traitement, on l'évoquait tout à l'heure. Tout ceci se travaille dans des enseignements qui se font en consultation simulée, soit les enseignants et les étudiants, mais souvent de plus en plus des acteurs, donc c'est le métier qui travaille des jeux de rôle avec les étudiants, et puis les fameux patients experts que toutes les facultés encore n'ont pas inclus dans leur pratique, mais je suis sûre que cela va venir. Et puis, si je reste chronologique, eh bien, dans le 3e cycle, donc la 3e année de la réforme, va voir la mise en place, en septembre 2019, des formations transversales. Dans ces formations spécialisées transversales, il en est une qui s'appelle pharmacologie et thérapeutique et qui a le mérite d'être incluse dans 26 maquettes des 44 spécialités médicales. C'est dire l'intérêt que portent les cliniciens, les spécialités médicales, à l'élaboration d'une bonne compréhension du bon usage du médicament. L'autre avantage de ces formations transversales, c'est qu'elles vont permettre de spécialiser des étudiants médecins à des professions liées aux médicaments, travailler dans les agences, travailler, alors je n'ose pas citer la pharmacologie en premier, mais travailler dans les services de pharmacologie, dans les centres régionaux de pharmacovigilance, dans les centres de pharmacodépendance et addictovigilance, qui sont des centres d'information sur l'usage des médicaments, sur l'usage des psychotropes, sur les pratiques et la critique de ces pratiques pour limiter l'iatrogénie médicamenteuse. Donc, formation également au travers des FST, je l'espère, à des vocations pour l'industrie du médicament qui avait vu ces derniers temps baisser le nombre de médecins dans ses rangs. Donc, je crois que tout ceci va dans le bon sens. Alors, c'est grâce également au dynamisme des collèges de spécialité, et tout particulièrement du collège de pharmacologie, qui a créé de nouveaux outils d'apprentissage et qui est en train de mettre en place un outil très intéressant où les étudiants peuvent travailler sur des ordonnances et faire de la lecture critique de fausses ordonnances, permettant ainsi des corrections, un repérage d'interaction, de la déprescription éventuellement, nous l'évoquions, et surtout de l'adaptation du traitement au bon patient, à une situation clinique donnée et à l'évolution. Donc on voit qu'un continuum est en place, ça va du tout début des études jusqu'au 3e cycle, et je ne parlerai pas de la formation continue, mais elle est tout de suite derrière. Formation continue qui va également avec l'information des médecins installés ou travaillant à l'hôpital, puisque les centres régionaux de pharmacovigilance sont bel et bien des centres d'information sur le médicament qui ne doivent pas être oubliés dans les acteurs de ce bon usage. Alors, on parlait des techniques. Moi, je voudrais parler d'une dernière chose qui est le service sanitaire. Le service sanitaire, c'est un enseignement qui s'est mis en place en 2018 et qui est un enseignement interprofessionnel faisant participer ensemble. À Nantes, nous avons fait travailler les médecins, les pharmaciens, les kinés, les infirmiers, la maïeutique, l'odontologie. Donc on voit que toutes les professions sont réunies autour du patient. Et je crois que ce service sanitaire permet une chose importante, c'est d'initier la population à ce qu'est le médicament, de limiter la banalisation du médicament, d'expliquer dans les lycées, dans les collèges, ce que sont les problèmes que pose une mauvaise prescription médicamenteuse, un mauvais suivi par le patient de son traitement, ce qu'est le mauvais usage et comment l'éviter. Donc, beaucoup de choses se mettent en place, nous en sommes contents. Les évolutions de la médecine disent, voilà, c'est l'intelligence artificielle, les outils connectés, les médecins ne seront pas vers leurs patients, mais ils seront hyper spécialisés. Je ne crois pas du tout que c'est comme cela que nous devons faire l'analyse. Je crois au contraire que plus que jamais, le lien entre le médecin et son patient est absolument fondamental et est la base d'un bon usage du médicament pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal, parce que vraiment, c'était très complet. Et ça nous montre à quel point les études évoluent. Et c'était bien, si tu veux, ce qui t'était confié, c'est-à-dire de montrer qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la suppression de la PACES, qu'il n'y a pas simplement le numerus clausus, qu'il y a quand même beaucoup de choses. Alors après la médecine, nous passons à la pharmacie.
Bertrand de Caudin est doyen de la faculté de Lille. Et tu as donc le même exercice à peu près, c'est-à-dire nous dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos facs, aujourd'hui et demain, puisque je crois que ça n'est pas aussi avancé que pour la médecine, ou bien peut-être tu vas nous dire où on en est. Merci beaucoup en tout cas d'être ici, Bertrand. Merci pour votre invitation. Alors, j'interviens également au titre de la conférence des doyens qui est présidée par le professeur Bernard Müller, qui est le doyen de la faculté de pharmacie de Bordeaux. Je viens vous porter quelques messages. Le premier, c'est d'être rassurant. Oui, l'évolution de la formation des pharmaciens accompagne bien l'évolution des métiers du pharmacien. Nous venons de mettre en place notre réforme du premier cycle et du deuxième cycle des études pharmaceutiques, avec une approche par compétences et une consolidation d'un continuum qui nous est très cher, qui est celui du continuum entre l'enseignement, la mise en situation professionnelle et les stages scénarisés. Bien entendu, et c'est une thématique qui fait partie de vos préconisations, l'approche des compétences à la communication interprofessionnelle tout au long du parcours du patient fait partie des attendus posés par ces nouveaux textes. Nous avons également intégré, dès le deuxième cycle, la formation à certaines nouvelles missions, comme la formation au geste vaccinal. Et puis, bien entendu, on a parlé de la prévention primaire à l'instant avec le service sanitaire. Alors, on se projette maintenant sur la réforme de notre troisième cycle. Et à ce titre, nous suivons ce qui a été mis en place par les facultés de médecine. Et je vous dirai juste quelques mots du troisième cycle de pharmacie d'officine pour vous dire que l'ensemble des attendus en termes de compétences de ce troisième cycle de la pharmacie d'officine correspondent clairement aux nouvelles missions du pharmacien, à la stratégie de transformation du système de santé, à l'approche globale du parcours de santé du patient et aux compétences interprofessionnelles qu'on va retrouver, et également cette approche, cette dimension territoriale et ce lien ville-hôpital. Donc nous avons prévu tout cela dans ce projet d'évolution du troisième cycle de la pharmacie d'officine, et je pense que de ce fait, nous nous inscrivons bien dans vos travaux. Toutefois, il ne s'agit pas de parler que de projets, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font actuellement dans les facultés de pharmacie. Je voudrais d'abord, et ça a été souligné à l'instant, et je suis vraiment très sensible à ça, reparler d'ingénierie pédagogique. Parce que c'est vrai que nous avons une ingénierie pédagogique qui est remarquable, depuis nos plateformes numériques d'enseignement, en passant par nos centres de simulation. Dans les facultés de pharmacie, vous avez des officines pédagogiques qui nous permettent de faire de la simulation et du débriefing. Et nos enseignements en formation initiale et en formation continue intègrent ces outils de simulation. Et ça nous semble être un prérequis indispensable pour assurer une formation de qualité aux nouvelles missions du pharmacien, qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation continue. Nous développons déjà de nombreux enseignements interprofessionnels. Je prendrai juste l'exemple que je connais bien de Lille. Depuis 2015, nous avons dans cet environnement de simulation des enseignements communs aux 6e année officine et aux internes de médecine générale sur la communication interprofessionnelle au travers de 4 patients. Depuis cette année, nous le faisons également pour les étudiants en chirurgie dentaire. Depuis cette année, nous avons mis en place un séminaire sur le bon usage du médicament chez le sujet âgé, avec de la révision médicamenteuse et des cas qui sont traités par nos étudiants de 5e année officine avec des internes de gériatrie. Et puis, ça a été souligné, la place du patient. Les patients experts sont présents dans nos enseignements et à Lille, nous les intégrons depuis cette année dans nos enseignements coordonnés de 3e et 4e année, avec un retour qui est vraiment très, très favorable de la part des étudiants pour la prise en compte de l'ensemble des aspects relatifs au parcours du patient. Alors nous travaillons également beaucoup avec les maîtres de stage, qu'il s'agisse des maîtres de stage hospitaliers, des maîtres de stage d'officine, et il y a un travail qui est porté notamment sur la scénarisation des stages. Et dans la plupart des facultés de pharmacie de France, pendant le stage de pratique professionnelle, celui de la 6e année, eh bien, nos étudiants pratiquent des entretiens pharmaceutiques sur des thématiques qui sont portées de façon commune par les facultés, par les maîtres de stage, par l'ensemble de nos partenaires. Et ça nous mène à développer comme cela une collecte d'informations, des échanges qui mènent parfois à des publications internationales. Je pense que cet après-midi, il va y avoir notamment des travaux qui vont être présentés par Amiens à ce sujet. Et ça montre bien également l'implication des facultés de pharmacie dans la formation et la recherche en soins primaires. Et ça va être vraiment un enjeu pour nous à l'avenir. Je terminerai en parlant de la formation continue. Nos facultés ont mis en place un grand nombre
de formation continue pour accompagner les nouvelles missions du pharmacien. Je pense au bilan partagé de médication, je pense à la formation au geste vaccinal, bientôt la formation à l'entretien de primo-prescription anticancéreux. Nous travaillons déjà là-dessus, avec vraiment à chaque fois un très très beau partenariat autour de ces sujets avec les acteurs hospitaliers et les acteurs officinaux. Et puis la formation continue, c'est aussi le retour d'expérience, l'évaluation des pratiques professionnelles. Et nos facultés sont des lieux d'échange à ce sujet-là. À Lille, depuis 2016, nous accueillons chaque mois une revue régionale des interventions pharmaceutiques. Les pharmaciens hospitaliers de la région viennent pour présenter leurs cas, leurs interventions, avec une concertation, avec des médecins, avec des pharmaciens qui font de la pharmacie clinique à l'hôpital. Et nous allons bientôt démarrer des revues de bilan partagé de médication avec nos confrères officinaux et avec une très très bonne collaboration avec le département de médecine générale qui existe chez nous. Eh bien, nous pensons également intégrer les médecins traitants à ces revues de bilan partagé de médication. Donc voilà, Marie-Josée, j'espère que j'ai pu te convaincre de notre implication. Non seulement je suis convaincue, mais j'en étais déjà sûre. Simplement, je pensais qu'on était un peu moins avancé, si tu veux, dans la réforme des études de pharmacie que celle de médecine. Je vois que tout cela avance bien. Quand est-ce que les médecins viendront en stage dans les officines et les pharmaciens dans les cabinets tu me ou à tends une l'hôpital? perche. Tu me tends une perche. Je te tends la perche, oui. Puisque nous l'avons mis en place cette année, un échange systématique sur le terrain. Oui. Et on est aussi, encore une fois, dans une scénarisation du stage et l'approche interprofessionnelle. Donc, nous avons quand même des promos d'une centaine d'étudiants en pharmacie d'officine, des promos bien plus conséquentes d'internes de médecine générale. Et actuellement, les internes de médecine générale donc, qui sont en stage en cabinet dans le Nord et le Pas-de-Calais, et les étudiants en pharmacie d'officine qui sont chez les maîtres de stage, dans le Nord et le Pas-de-Calais, eh bien, vont procéder à des échanges. On a fait tout l'appariement avec le département de médecine générale. Ils passeront 2 jours chez l'un, chez l'autre, pour découvrir le métier, et je pense que c'est également très intéressant. Et on a eu vraiment un souci particulier à ce que ces échanges se fassent au niveau des territoires. Très bien. Ben, voilà une bonne chose, parce que je pense que ce qui manque entre nos professions, je ne parle pas que des médecins et des pharmaciens, c'est la confiance les uns dans les autres, et le fait de se retrouver en stage dans les mêmes lieux favorisera essentiellement. Alors après les médecins et les pharmaciens, nous allons nous retourner vers Monsieur Pascal Gouy, qui est président du syndicat national des instituts de formation de masseurs kinésithérapeutes. Où en êtes-vous, vous, sur ce sujet de formation, et à quel moment y a-t-il une implication aussi avec le bon usage du médicament? On a vu tout à l'heure que effectivement le kiné pouvait être un outil, une sentinelle, un outil de surveillance. Dites-nous quand vous en parlez dans vos formations. Écoutez, je vous propose de rentrer dans la logique de la simulation, de prendre un cas concret qui va mettre en image les propos de M. Arnal tout à l'heure, qui introduisait cette conférence. Prenons le cas d'un patient porteur d'une entorse de cheville qui a de la prescription de kiné et qui va consulter un kinésithérapeute libéral. Il y en a 75 000 actuellement en France. Et puis, troisième séance, avec une séance, ça dure 30 minutes, donc on discute de choses et d'autres, des enfants, des loisirs, etc. Et puis, de temps en temps, de la vraie vie, le hasard fait qu'il est asthmatique. Ça arrive, il y en a un peu plus de 3 millions, je crois. Et un moment, il dit, tiens, on m'a prescrit tel médicament, en l'occurrence des corticoïdes inhalés, je les prends, et c'est bizarre, ça ne marche pas en temps réel, je n'ai pas une action directement sur la dyspnée. Il ne dira pas tout à fait ça comme cela, mais à peu près. La réponse, et en fait c'est un cas qu'on propose aux étudiants et on voit comment ils vont répondre par rapport à ça. La réponse, soit on dit rien parce qu'on ne sait pas, mais c'est déjà une non-réponse qui nous dit mot consent, soit on dit « oh là là, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas », et là c'est encore pire, et là il y a mot observance derrière, et puis il y a la troisième vraie bonne réponse, mais c'est tout à fait normal, c'est un traitement de fond, il faut attendre un certain temps, etc. Bon. On a été bon, on a continué à développer le truc en disant « mais rappelez-vous, vous avez un autre médicament qui peut vous aider, etc. » Pas de problème. 2 séances plus tard, le même patient revient. Bien évidemment, son entorse de cheville progresse, puisque nous avons un peu d'efficience dans ce domaine. Mais il dit écoutez, moi j'ai pris les bêta-2 mimétiques, vous savez, on m'a dit la couleur bleue, etc. Enfin, il ne dit pas forcément bêta-2 mimétiques, bien évidemment. Mais ça ne marche pas. Et donc, il y a plusieurs solutions. La première, de dire ce n'est pas le bon médicament. La deuxième, c'est de strictement rien dire. Et puis la troisième, vous avez 2 minutes, vous l'avez sur vous, montrez voir comment vous faites.
Et là, base dans notre métier, mais tous les autres confrères paramédicaux font exactement la même chose. Vous faites la checklist, puis vous vous rendez compte, ça serait bien d'inspirer quand vous mettez le produit. Pendant qu'on y est, si on était un peu plus lent dans l'inspiration, ce serait encore mieux. Et puis s'il y avait une petite pause respiratoire à la fin, on optimiserait considérablement les choses, quitte d'ailleurs à travailler cela. Et là, on est dans le rôle d'éducation du patient, d'optimisation, etc. 2 séances plus tard, et là, ce n'est pas du tout à cause du traitement médical, le hasard fait que le patient ne va pas bien du tout. Il dit oh, je ne me sens pas bien, je suis un peu essoufflé, etc. Et là, le kiné a plusieurs solutions. Le premier, il laisse faire en disant allez consulter votre médecin, vous le verrez dans les 2-3 jours qui viennent. Le deuxième, c'est de dire est-ce que vous avez votre débitmètre de pointe sur vous? Et en général, je crois que c'est 22% des asthmatiques qui ont un débitmètre de pointe, donc on a encore de la marge de travail par rapport à ça. Et la troisième solution, le kiné a son débitmètre de pointe, et donc il fait souffler le patient. Il se rend compte qu'il est à, allez, on va dire 180 litres minute, là c'est cogné, qu'il a une fréquence respiratoire à 34 cycles minute, une fréquence cardiaque à 140 au repos, puisque ça fait à peu près un quart d'heure qu'il est dans la salle. Et là, que faire? Et là, on est bien dans le rôle sentinelle. Alors, vous voyez que derrière cela, on a activé un tas d'éléments. Je lisais rendre obligatoire. Alors, la maquette, que Mme Lenoir-Salfati connaît très bien, et pour cause, puisqu'on a beaucoup travaillé dans ce domaine-là, il n'y a pas de notion d'obligation. Ça, c'est d'une évidence, mais derrière des pathologies, on parlait de l'équilibre tout à l'heure, on retrouve à peu près les mêmes logiques, puis on pourrait décliner en fonction des différents items sans le moindre problème. Et puis, il y a le deuxième mot-clé, et vous aviez raison, le service sanitaire. Alors, le service sanitaire, en fait, nous avons plus ou moins, parce que ça dépend bien évidemment des structures, mais une découverte des autres spécialités à travers quelque chose, c'est de la prévention primaire, et c'est une belle richesse. Et il est clair que, moi j'aurais presque envie de dire, rendre obligatoire une formation sur le bon usage dans le cursus de formation initiale, mais avec directement le mot interprofessionnel. Ça me paraît être un élément essentiel, et là, on a un manque criant, sans moindre problème. Merci beaucoup. En tout cas, l'exemple était très vivant, et je pense que de voir à quel point on peut déjà intégrer le multiprofessionnel ou l'interpro dans les formations, je pense que ce sera un gage de réussite pour le futur. Martine Sommelette est présidente du comité d'entente des formations infirmières et cadres. Cadre infirmier, bien sûr. Voilà. Cadre de santé. Cadre de santé, donc c'est plus général. Il me semblait bien que c'était un peu plus général. Donc, que pouvez-vous nous dire effectivement sur ces formations, puisque vous en êtes la présidente, et est-ce que là aussi on a une orientation bon usage et bon usage de médicaments en particulier? Donc, je voudrais simplement préciser que je suis directrice d'un institut de formation soins infirmiers, donc je connais bien l'ingénierie pédagogique, et que le CEFIEC représente en fait l'ensemble des IFSI de France, les 323 IFSI de France, et donc à ce titre-là, je suis leur porte-parole. Voilà. Donc, je voulais juste faire... Alors, il va y avoir beaucoup de redites, je vous préviens, mais c'est rassurant, je dirais, quelque part. Je veux dire, voilà, je voulais juste faire un bref point, je dirais, de la formation infirmière, qui est articulée sur 10 compétences métiers, dont l'une des compétences, c'est la numéro 4, elle vise à mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique. Donc des objectifs qui sont d'analyser les éléments de prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste, de préparer, mettre en œuvre des thérapeutiques, organiser l'administration médicaments, mettre en œuvre les protocoles. Enfin, je ne vous cite pas tous les objectifs qui sont relativement précis et qui nous aident à organiser en fait les enseignements. Donc 3 unités d'enseignement, une chaque année de formation intitulée Thérapeutique et contribution au diagnostic médical et qui cible donc des contenus d'enseignement sur à peu près 110 heures de cours, cours magistraux, TD, etc. Et évidemment, la mobilisation de ces compétences 4 sur les terrains de stage, puisque les étudiants vont pour 2100 heures en stage sur les différents terrains hospitaliers et autres. Bon, alors, pour mettre en œuvre tout ça, bien entendu, il faut des méthodes et moyens pédagogiques, on en a parlé, donc je vais vous le redire, et donc ça renforce en fait notre volonté d'avoir des méthodes innovantes qui soient adaptées évidemment à des publics actuels,
jeunes étudiants, génération XY, hein, qui sont plutôt dans l'appétence des méthodes, on va dire, assez dynamiques. Et donc, donc l'idée, dans un premier temps aussi, c'est de les sensibiliser à l'usage des plateformes numériques pour en fait aider et faire en sorte qu'ils soient en capacité de chercher de l'information et aussi de pouvoir se tenir au courant des modifications et des nouveautés, etc. Donc on a par exemple la plateforme Omedi, qui est Observatoire des médicaments, dispositifs médicaux, innovation thérapeutique, qu'on peut mobiliser, qu'on utilise auprès de nos étudiants. J'ai bien noté qu'il y a un site qui s'appelle réflexeiatrogénique.com. Donc là, pour le coup, je veux dire, ça c'est une information qu'on va peut-être passer plus généralement de façon à ce qu'on puisse inciter aussi les IFSI à l'utiliser. Donc en méthode des moyens, on a aussi à apprendre à gérer les risques médicamenteux, bien sûr, puisqu'en fait les infirmiers sont au cœur de cette problématique aussi, au moyen de méthodes innovantes. Donc on l'a dit tout à l'heure, des méthodes innovantes autour de la simulation, bien sûr. La simulation qui est vraiment un outil pédagogique, un moyen pédagogique extrêmement intéressant pour pouvoir mobiliser les étudiants autour de scénarios qu'on aura prédéfinis autour, par exemple, du risque médicamenteux, du bon usage du médicament. Et donc, on pourrait utiliser évidemment les serious games, ça c'est quand même très en vogue, et il y a une appétence assez importante des étudiants là-dessus. L'environnement 3D, on a parlé aussi des travaux dirigés en simulation, ça on l'a déjà cité. Alors, où, je veux dire, on les fait de façon, on va dire, individuelle par filière, ou si on a la chance dans un endroit, on peut le mobiliser sur différentes filières, c'est aussi très intéressant. Bon, il y a des simulations aussi qui peuvent se faire par jeu de rôle, avec des acteurs, on l'a dit tout à l'heure, des acteurs ou des acteurs de soins ou des acteurs, je veux dire, usagers, des patients experts. Bon, on peut mobiliser ce genre de simulation dans des jeux de rôle et c'est très intéressant pour tout ce qui est autour de l'éducation thérapeutique auprès du patient et aussi la gestion des risques et annonces de dommages liés aux soins. Donc, ce qui est très intéressant à mobiliser. Donc, évidemment, ce qui est aussi très mobilisé dans nos formations, c'est tout ce qui est autour de la réflexivité de l'étudiant, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle des analyses de pratiques professionnelles ou en situation de stage ou en un institut autour d'une situation qu'on aura prédéterminée. Et donc, on mobilise la réflexivité de l'étudiant autour de l'étude de ces situations. Donc, ça se fait évidemment dans différents lieux et avec différents acteurs et en fonction des niveaux d'apprentissage des étudiants. Et ce qui nous importe aussi en formation infirmière, c'est de développer la culture de la qualité du risque, de la gestion du risque. Ça, c'est très important, puisqu'en fait, on veut former nos étudiants aussi à être en capacité de déclarer des événements indésirables, de déclarer des erreurs médicamenteuses, de pouvoir participer aussi aux CREX, qui sont les comités de retour d'expérience, ou aux RMM, qui sont les revues mortalité-morbidité. Enfin, on les incite, quand ils sont sur le terrain et qu'ils peuvent mobiliser ça, de pouvoir y participer également. Donc, voilà, en gros, je veux dire, on se rejoint, et c'est rassurant de dire qu'on se rejoint avec les pharmaciens, les médecins, et puis les kinés aussi, sur des volontés pédagogiques, justement, qui mobilisent ces moyens-là. Alors, justement, dans les points d'amélioration, ce qu'on pourrait dire, c'est que on ne mobilise sûrement pas encore assez l'inter, et on a beaucoup de travail à faire sur la mobilisation de l'interprofessionnalité, l'interdisciplinarité, l'interfilière. Je vois dans ce que vous préconisez, rendre obligatoire la validation d'un module de formation professionnelle d'usage du médicament, je veux dire autour justement d'une construction interfilière. Ça serait intéressant de pouvoir l'imaginer comme ça, dans une construction interfilière, et d'imaginer davantage de partage dans des travaux de simulation et surtout en stage où nos étudiants peuvent se rencontrer, où parfois ils se côtoient de façon parallèle, mais peut-être permettre davantage qu'ils puissent se rencontrer et travailler aussi sur de l'analyse de situation, de l'évaluation de pratiques professionnelles. Ma question est la même vis-à-vis de vous. On pourrait aussi voir des stages communs, si vous voulez, Bien entre sûr. infirmiers, pharmaciens, médecins, et je vois Bien qu'il sûr. faudrait kinés. Et il me semble que de mieux connaître
les professions de l'intérieur, plutôt Ouais. que simplement se côtoyer à la fois sur les bancs ou même dans des réunions. Je pense que ce serait quand même beaucoup plus Voilà. efficace. Mais c'était le sens de ce que je voulais dire, hein. C'était, bon, évidemment, se rencontrer pour des échanges sur des travaux dirigés, pourquoi pas, mais aussi dans des travaux de simulation, et surtout sur le terrain. Et surtout sur le terrain, où là, justement, les étudiants se côtoient, on va dire, ils peuvent être ensemble sur les mêmes terrains, mais ils sont, je veux dire, ils ne se côtoient pas forcément, si vous voulez, ils ne se rencontrent pas forcément. Et ça, c'est un peu dommage, et ça, il faudrait pouvoir le cultiver. Bon, bah, pour terminer, je veux dire qu'effectivement, on en a parlé tout à l'heure, il faut aussi qu'on prenne le virage numérique, la formation continue qui est importante, mais Madame Léonore Safati va sûrement en parler. Et donc, voilà, tout ce qu'on peut mettre en place pour contribuer à ces bons usages du médicament, voilà, dans nos filières. Merci beaucoup, Martine. Michel, l'année dernière, lors de notre tribune sur le bon usage du médicament, tu avais été très sensibilisé effectivement à tout ce qui était de l'interpro, et on a l'impression que ça démarre, mais ça ne démarre pas avec l'intensité que l'on souhaiterait. Alors Michel Léonore-Safati est donc directrice générale de l'Agence nationale du DPC, et je te laisse la parole pour nous dire si tu as avancé par rapport à ce qui s'est passé, et un petit peu aussi les lignes générales de la formation, en particulier sur le bon usage du médicament. Oui, alors effectivement, j'étais venue, et bonjour à tous, l'année dernière de façon un petit peu subreptice à l'invitation de certains, et j'avais été intéressée effectivement de la préconisation que vous faisiez et qui rencontrait un certain nombre d'axes de réflexion, dont tu fais partie d'ailleurs, Marie-Josée, qui sont en cours à l'agence. Alors, je vais décevoir tout le monde sans doute. Le DPC, ce n'est pas la formation continue. Donc, au fond, ce qui se passe en formation continue, j'en sais pas grand-chose. Le DPC, mais c'est important par rapport à tout ce qu'on va dire, c'est un dispositif spécifique qui a été créé par le Code de la santé publique en appui aux logiques de transformation des pratiques des professionnels de santé et en accompagnement de la transformation de leurs compétences par rapport aux transformations du système de santé. La formation continue existe à côté, hein, et ce n'est pas l'Agence nationale du DPC qui pilote. C'est quoi le DPC? C'est important parce que je vais répondre à ta question au travers de ça. C'est une obligation pour tous les professionnels de santé, donc elle est interprofessionnelle, cette obligation. 31 professions de santé, c'est même pas celle dont on parle uniquement ici. 31 professions de santé pour qui c'est obligatoire. Et c'est quoi le DPC? C'est une obligation de faire un parcours tous les 3 ans sur, et ça c'est important, tous les termes sont importants, sur la base d'orientation prioritaire et comportant pas du tout que de la formation continue, mais de la formation continue, des démarches d'évaluation de pratiques professionnelles et des démarches de gestion des risques au service de la sécurité des soins. Bon. Quand on décline le DPC autour de votre enjeu, en fait, on voit les éléments s'imbriquer. Mais après, j'ai envie de dire, on est en train de faire des choses, on a aussi besoin que vous nous aidiez à faire quelque chose. Bon. Premièrement, est-ce qu'il y a des orientations prioritaires autour du bon usage du médicament? La réponse est oui. Il y a des arrêtés triennaux qui définissent les orientations. Il y en a eu un en 2015, sur lequel le terme n'était pas utilisé, mais il y avait la sécurisation du circuit du médicament, la chaîne, il y avait la prévention de la iatrogénie, il y avait la coordination, il y avait pour les pharmaciens toute la question des bilans partagés de médication. Franchement, tout était autour de la table, etc. On est en train de revoir les orientations pour le prochain triennal 2020-2022. Alors, c'est sans doute de vous avoir écouté. L'orientation, il y a toute une série d'axes sur la pertinence, Jean-Paul Ortiz en parlait, parce qu'au fond, derrière, c'est le sujet de la pertinence. Et dans ces axes sur la pertinence, on a une orientation qui s'appelle « Bon usage du médicament ». Ça s'appelle comme le collectif, comme cette journée. On a clairement
entrer, voilà. Et puis, il y a des choses, le ministère l'a voulu, on en parlait tout à l'heure, indépendamment du bon usage, il y a quelque chose sur l'antibiorésistance, parce qu'il y a un sujet préoccupant autour de l'antibiorésistance qui mérite sans doute qu'on s'y attarde. Deuxièmement, donc, l'orientation, elle est là. Et on a des organismes de DPC qui peuvent proposer des actions. Ils peuvent proposer quoi comme action? Donc, je disais formation, EPP, gestion des risques. Moi, avant d'être à l'agence, avant d'être au ministère, j'étais dans un lieu que beaucoup connaissent, qui était la Haute Autorité de Santé. Et j'étais même avant, alors j'ose à peine le dire parce que ça, je dévoile mon âge, c'est jamais bien, mais j'étais avant la Haute Autorité de Santé à l'ANAS. Ah bah oui, bah non, mais n'en rajoutez pas, on dit il est terrible. Mais effectivement, j'étais pas à l'ANDEM, voilà, tout va bien. Donc j'étais à l'ANAS, et l'ANAS, une des publications de l'ANAS qui date de 99, c'était une façon, qu'est-ce qui sert le mieux à la transformation des pratiques? En fait, ils avaient regardé, franchement, alors c'est important, il ne s'agit pas de ne pas en faire, la formation, oui, on entend un discours et puis on repart et au fond, il ne se passe pas grand-chose. Quand la formation est conçue dans une salle à l'hôtel machin, entre les professionnels de Lille, Marseille, Brest, etc., bon, ils rentrent chez eux, etc. Et ce que disait l'ANAS, c'est que ce qui fonctionne vraiment, c'est l'évaluation des pratiques, les démarches de risque en équipe, mais pas n'importe quelle équipe. Les équipes appelées concrètement à travailler ensemble sur les territoires. C'est-à-dire que ce n'est pas de la formation continue où on écoute sans se connaître, sans être appelé à travailler ensemble un discours. C'est une équipe, on a parlé de CPTS tout à l'heure, on a parlé de tout ce qui était pluriprofessionnel. C'est une équipe appelée à travailler ensemble, infirmiers, kinés, médecins, pharmaciens, sur les territoires, qui doit faire de l'évaluation de pratique, de la démarche de gestion de risque. On a parlé de rétex tout à l'heure. Une erreur médicamenteuse, c'est l'occasion de faire un retour d'expérience, de travailler en équipe, de repérer ce qui n'a pas fonctionné. Et ça, c'est fondamentalement ce que le DPC veut porter. Au fond, le DPC, si on arrive dans 15 ans à ne plus faire de la formation continue en salle où il y a un expert et où on écoute, mais où on travaille autour des pratiques dans des équipes, on a gagné, et on a gagné collectivement. Deuxième grand sujet sur le DPC, et ça, c'est vraiment... C'est pour ça que rendre obligatoire une formation continue, je ne suis pas sûre que ce soit la formation continue au sens... Alors, ça a beaucoup bougé. Et vous avez expliqué que la formation continue, ce n'est plus... Mais ça l'est encore beaucoup en formation continue. Initiale, ça a bougé. Continue, on est encore dans des mécanismes très académiques et il faut qu'on déplace les lignes. Deuxièmement, important, interprofessionnalité. Et je l'ai dit, évaluation des pratiques en équipe, donc l'interprofessionnalité est fondamentale. Et l'agence du DPC va lancer, à la demande du ministère, en mai-juin, je l'espère, un appel à projet pour des actions de DPC interprofessionnelles en appui à la coordination des soins sur les territoires, avec des logiques en appui notamment à la constitution de CPTS. Mais moi j'ai envie de dire, et pour en avoir discuté autour des CPTS, il y a la CPTS, comment ça fonctionne, comment le DPC peut lui donner les outils, mais j'ai l'impression que ce qui sera levier dans la constitution de CPTS, c'est de partir de problèmes concrets, précis, quotidiens, qui font que les gens ont envie de travailler ensemble, ont à travailler ensemble, échangent sur des pratiques, puis le projet médical, il vient après. Et au fond, ces thématiques pourront être portées autour de cet appel à projet. Dernier point sur le DPC, je reprends ce qui a été votre interpellation tout à l'heure. Vous l'avez commencé en formation initiale, il faut absolument qu'on y arrive en DPC, c'est l'intégration des patients. Patients experts, patients formateurs, le savoir expérientiel du patient et la façon dont il se déploie, et dans tout ce que... De l'EPP, autour d'événements concrets, sur des territoires, avec des patients
qui font appel au savoir expérientiel. C'est ça, au fond, qu'il faudrait arriver à porter et peut-être à rendre obligatoire. Et c'est au fond ça, la logique que le DPC veut déployer. Alors, après, j'ai envie de répondre à la dernière question. Comment on rend ça obligatoire? Alors, le DPC, déjà, c'est une obligation. Bon. Les professionnels de santé, ils n'adorent pas les obligations, hein, surtout quand elles sont dans le code. Donc, le DPC, c'est une obligation. Donc, mais après, au moment où on a écrit la loi sur le DPC, je me souviens, il y a eu 400 amendements à l'Assemblée à l'époque. Il fallait surtout que le professionnel soit libre de son parcours de DPC. Et surtout pas l'obliger à faire un truc quand même, il ne faut pas obliger un professionnel. Bon. Et c'est écrit dans la loi. Le professionnel choisit librement son parcours de DPC. Donc évidemment, l'obligation, c'est un problème, et c'est au fond la question que tu posais. Aujourd'hui, parce que là je vous ai donné ce vers quoi on veut tendre, aujourd'hui c'est quoi l'offre de DPC? C'est essentiellement de la formation continue, à l'hôtel machin. Bon. C'est essentiellement du monopro. Chacun se forme dans l'entre-soi de sa profession. C'est clair. Et dans des méthodes très académiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup bougé, à quelques exceptions près, de l'expert qui vient dire ce qu'il faut faire, machin, puis on échange un petit peu. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse bouger ces lignes, et tu es au conseil du DPC, ça fait partie des choses qu'on veut faire bouger. Il faut qu'on fasse bouger vers le PP, vers l'interprofessionnalité, etc. Mais quid de l'obligation? Donc là, il y a deux leviers. Il y en a un, on en a pas, je ne sais plus qui en a parlé en début de réunion. C'est le levier, et tu en fais partie aussi, et j'ai envie de, quelque part, de te passer la main, le levier des CNP, pour lequel le décret qui vient de leur donner une existence réglementaire vient d'être publié en janvier. Et vous le savez ou pas, les CNP doivent proposer des recommandations de parcours de DPC. Et la recommandation d'un parcours de DPC, ça peut être le nombre d'heures, le nombre d'actions, les typologies d'actions. Mais au fond, surtout aujourd'hui où l'Assemblée a validé l'article 3 de la loi sur un processus de certification périodique pour les professions de santé, qui était d'abord pour les médecins et qui l'a élargi à toutes les professions à ordre, au fond, se dire dans le parcours de DPC qu'il y a des modules obligatoires, c'est-à-dire qu'il faut, c'est le rôle des CNP. Alors pour l'instant, ce serait des recommandations, mais ce serait fortement incitatif. Et après tout, autour d'un sujet comme le bon usage, dire sur 3 ans, sur 6 ans, il faut au moins s'être engagé pour qu'on puisse considérer que l'obligation de DPC, dans quelques... vous savez, c'est les figures libres et les figures imposées. Et on peut complètement imaginer que les CNP aient ce rôle de travailler autour de figures imposées. C'est les pairs, donc ça passe toujours mieux quand c'est les pairs et pas l'État. Mais vous en avez la possibilité et la capacité. Deuxièmement, on a un autre mode d'action, j'en avais parlé l'année dernière. Alors là, évidemment, c'est sur saisine de la ministre, mais il y a le 22 mars, qui est la journée du bon usage du médicament, mais il peut y avoir d'autres actions fortes pour que ce soit interprofessionnel. L'agence du DPC peut, à la demande du ministère, gérer des appels à projets ou des appels d'offres sur des thématiques prioritaires de santé publique. On peut imaginer, et là c'est à vous que je m'adresse, qu'au fond, le bon usage du médicament, et tout ce qu'on a dit depuis ce matin le montre, c'est un enjeu majeur de santé publique, que ce soit en pertinence, que ce soit en sécurité des soins, que ce soit en prévention de la iatrogénie, et que peut-être, pour aller plus loin et rendre obligatoire, on pourrait aussi être un appui en lançant, au fond, de l'appel à projet, qui pourrait parvenir, au fond, sur la base d'un cahier des charges, qui pourrait nous amener, au fond, collectivement, à lancer cette démarche collective que vous appelez de vos voeux.
Merci beaucoup, Michel. Ça veut dire qu'on pourrait changer le numéro 4, notre, si tu veux, préconisation, et la remplacer effectivement par la rédaction de notre association maintenant, puisque nous avons une association qui rédige et propose à la ministre un appel à projet. Je te remercie beaucoup parce que tu as lancé un très grand défi à toutes les professions là, et surtout tu as donné quand même un message à toutes nos entreprises de formation un peu ronronnantes. C'est ce que je voudrais dire. Oui. Si je peux terminer, mais j'en ai parlé d'ailleurs avec. Oui, c'est un peu ronronnant. Oui. C'est un peu ronronnant, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand même, la formation, ça ronronne. Celle des pharmaciens ronronne. Hein, j'en avais parlé à Gilles Bonnefond. Il faut sortir des quatre comptoirs, quoi. Voilà. Même si ça peut être intéressant. Il y a des enjeux, et vous, collectivement, dans ce que vous portez un des enjeux clés, qui peut être évidemment un enjeu interprofessionnel. On a bien compris. Pascal, tu voulais répondre? Oui, moi je voulais répondre sur un point, c'est que j'ai bien compris les formations continues que vous décrivez dans les hôtels, ça ne se réduit pas à cela. Et je crois que de grandes transformations de la formation continue à l'université existent, justement basées sur les transformations pédagogiques que j'ai décrites tout à l'heure. Je n'avais pas dans le temps imparti le temps de beaucoup décrire la formation continue, mais un certain nombre d'universités sont accréditées et donc ont des formations continues validantes pour le DPC. Et quand on voit les transformations, notamment dans le domaine de la chirurgie, des techniques expérimentales autour des centres de simulation, des écoles de chirurgie, on voit bien que tout ceci peut s'appliquer à des formations sur le bon usage du médicament, telles que celles que nous avons envisagées autour des patients, c'est clair. Oui. Bertrand, tu veux répondre? Je pense que effectivement, il y a d'une part un continuum formation initiale, formation continue qui est très important à mener, et que dans le cadre du DPC, il y a déjà des actions qui sont transformantes et qui sont déjà organisées sous l'angle de l'évaluation des pratiques professionnelles. J'en parlais à l'instant. Si vous avez suivi également, et je suppose que tout le monde ici suit les débats à l'Assemblée nationale sur la loi orientation transformation du système de santé, pas plus tard qu'hier, eh bien, la possibilité de conventionner les maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires s'est élargie aux UFR de pharmacie et d'odontologie. Et donc ça aussi, ça va être le creuset d'une formation continue pluriprofessionnelle. Et les facultés de pharmacie y joueront un rôle important. Merci beaucoup. Je pense qu'on me fait des signes et que on n'a pas beaucoup de temps maintenant avant la pause. Pas possibilité de prendre de questions, je suppose. Ça va être, je crois, difficile. Alors moi, j'ai le privilège d'avoir déjà le micro, donc j'en profite juste, mais ce sera conclusif. Vous nous avez donné, Madame Lenoir-Salfati, de très bonne idée. Et je crois qu'il faut reconstruire cette recommandation à partir d'une action que ce collectif a menée pendant 2 ans. Ce sont les URPS aujourd'hui qui, dans certains coins de France, ont pris le relais. Nous avions inventé le concept de rencontre, de collaboration de proximité. L'idée, c'était à partir d'une officine, d'un pharmacien officinal, ces médecins correspondants se réunissent régulièrement pour réviser ensemble leurs pratiques. Et nous avons créé les modules de formation pour animer ça, créé les modules pour animer des grandes réunions régionales, pour envoyer tous ces promoteurs de réunions locales à se mettre en place. Les URPS nous ont beaucoup aidés. C'est ça, au fond, l'essence du projet, hein, si j'ai bien suivi. Je suis désolée Merci. parce qu'on est obligé de conclure. Je vous remercie tous de cette table ronde. Et je voudrais souligner quelque chose qui m'a paru important. Vous avez peut-être entendu que dans cette table ronde et dans l'autre, on a parlé de déprescription. Et vous avez vu que nous, les pharmaciens, on parle de révision de la prescription, de dispensation adaptée, mais qu'on n'utilise pas le mot de déprescription. Merci Marie-Josée.